14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Nous évoquons les maux du corps et nous allons donner la parole à Philippe Breneau. Je rappelle que vous pouvez retrouver Philippe sur son blog Liberté, Égalité, Sexualité. Et toujours un petit peu en avant-première, il vient nous raconter sa chronique que l'on retrouvera sur son blog, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, Brigitte, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, enfin je vais essayer de vous parler d'un sujet que vous avez un petit peu initié par une question. Vous avez posé la question, et c'est très vrai, lorsque la semaine dernière je parlais du vaginisme comme avec un mécanisme de défense contre le viol. Oui, il y a un mécanisme. Vous avez dit, mais le viol est-il possible ? Et plusieurs des lecteurs de mon blog ont posé la même question. Et ça m'a interpellé. Donc la question que je posais, est-ce qu'une femme qui est atteinte de vaginisme peut se faire violer, hein, c'était ça. Et puis même, mon interrogation, en fait. Je dirais, est-ce que le viol est facile ? En même temps, j'ai été interpellé par, vous avez vu ce qu'on, là j'évoque pas, je prends pas position par rapport à ce qu'on a découvert, mais on dit, tiens, on découvre qu'il y aurait eu possiblement des viols dans la guerre d'Ukraine. Plusieurs réactions donc m'ont amené à dire que le viol est très difficile, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de réactions de rejet, et par contre, en temps de guerre, certainement qu'il est beaucoup plus possible par la sidération, par l'inhibition, par la contrainte que vont susciter la peur face à l'ennemi qui fait que la femme va complètement être exactement. Et dans les quelques récits qui ont été amenés, là je me prononce pas sur la véracité des récits, hein, il faut plus de temps pour les investiguer, mais il a toujours été mentionné des viols par contrainte avec plusieurs individus, rarement un, 2, 3 individus. Le viol serait possible par sidération, et d'ailleurs l'expression « viol en temps de guerre » existe depuis des siècles, car si on regarde, les historiens le mentionnent tout le temps, le viol semble consubstantiel à la guerre. Dans l'Antiquité, le viol et l'enlèvement des femmes, vous vous souvenez de l'enlèvement des Sabines par exemple, semblent des moyens de résoudre ou de terminer un conflit par un mécanisme très particulier, l'humiliation du vaincu. Et d'ailleurs, le vaincu le sait. Ça se termine de cette façon-là. Les femmes des vaincus sont considérées comme des butins de guerre. Oui. Le viol est considéré par les vainqueurs comme une compensation à l'effort de guerre. Et d'ailleurs, il y a même une compensation parce que c'est utile au moral des troupes. Ça, c'est encore autre chose. Mais si on regarde le XXe siècle, il y a quelque chose d'assez différent qui s'est passé, et on va voir dans le deuxième temps de ce que je vous dis, une sorte de systématique. Le XXe siècle a donné lieu à des terribles exactions, mais il y en a deux que je vais rappeler parce qu'elle est terrible dans la mémoire des peuples qui l'ont subi. En 1938, le massacre de Nankin, les Japonais ont violé toutes les femmes avant de les tuer. Les Chinois s'en souviennent tellement qu'aujourd'hui, il y a une haine du Japon qui est terrible. En 1945, arrivent les libérateurs à Berlin, libérateurs des nazis. C'est qui les premiers qui arrivent ? Les Russes, oui. Ce sont les Russes. On estime aujourd'hui, il n'y a presque pas eu d'investigation de cela parce qu'une grande partie a été en Allemagne de l'Est et que personne ne pouvait parler. L'estimation est de au moins 100 000 Berlinoises qui ont été violées par les soldats. L'Allemagne n'a pas du tout oublié, et c'est quelque chose de très insupportable. On se rend compte, et là ce sont les historiens, les géopoliticiens qui parlent, hein, je me suis plutôt nourri de cela, le viol est devenu comme une arme de guerre, très particulièrement à la fin du XXe siècle et aujourd'hui. Et c'est reconnu par le droit international pour être poursuivi par le tribunal pénal international. À la fin des années 90, on commence à investiguer et il y a des manières, et aujourd'hui c'est ce qui se passe en Ukraine, on essaie d'avoir des éléments de preuve, c'est assez compliqué mais ça se fait comme ça. En effet, ce viol comme arme quasi systématique dans les récents conflits de la fin du XXe siècle, je vous les cite.
Dans le génocide rwandais, je vais y revenir dans un instant, c'était hallucinant, ça a été une arme de guerre, en grande partie, parce que ça va détruire les populations, génétiquement. En RDC au Congo, la guerre de Bosnie, ça c'est très clair, ça a été documenté par 3 types de viols. Le premier, c'est le viol des femmes, pour humilier le groupe, le détruire. Les femmes violées sont souvent ensuite rejetées, elles ne peuvent pas rentrer dans le groupe, pour casser la filiation, parce qu'il y a une part de ces viols qui sont des viols inséminants. Ces enfants au destin tragique vont être une plaie pour la communauté, pour cette femme. Et il y a une volonté, alors ça a été très bien même documenté, une volonté d'éliminer génétiquement une population ciblée. C'était le cas notamment au Rwanda. C'est-à-dire qu'ensuite, même s'il y a des massacres, ceux qui restent ne seront plus, alors je terme entre guillemets, dans la pureté ethnique ou du moins de la population. Une autre humiliation qui va casser même la dynamique des combattants, c'est les fréquents viols devant le mari ou les enfants. Très souvent devant le mari, qu'on oblige à voir cette humiliation. Humiliation suprême dans beaucoup de populations dans lesquelles c'est le prime de virilité, c'est quand même que au contraire l'épouse et de la même façon l'époux, on va le voir. Parce que la deuxième chose que l'on n'a pas vue dans l'histoire, ça se voit pas, c'est très nouveau et systématique, le viol des hommes. Notamment dans les populations des grands monothéismes et notamment les populations musulmanes, on va violer les hommes. Ça a été systématique en Syrie et en Ouganda. Et ça, c'est l'humiliation suprême, par la sodomisation et souvent devant les pères. Et le troisième point, c'est le viol des enfants. En Syrie, en RDC, donc au Congo, ça a été assez documenté également. Mais il y a même un bruit qui court. Alors je ne sais pas, encore une fois, c'est une information qui n'est pas vérifiable, que lorsque les jeunes hommes arrivent pour Daesh, ils sont d'abord violés, comme si c'était une manière qu'ils soient réellement intégrés dans le groupe. Comme une sorte, oui, d'initiation par intimidation. Oui, c'est possible. J'en avais entendu parler, mais je l'ai pas retrouvé. Non, mais encore une fois, c'est très possible. Je ne dis que c'est la même chose que vous. J'en ai entendu parler de la même façon. Tous ces crimes sont symboliquement irréparables et malheureusement, moi je dirais malheureusement, pourquoi ? Parce qu'ils sont terriblement efficaces. C'est-à-dire qu'ils vont détruire d'une certaine façon plus que des armes terribles pour déstabiliser et détruire des populations agressées. Mais le dernier point, c'est que le caractère intentionnel et systématique a été très documenté par 2 choses terribles que j'ai en partie découvert, documenté notamment en Bosnie, où ont existé des camps de viol à Foča, à Visegrad, qui sont proches de la frontière serbe. Il y avait des camps de viol où les femmes sont amenées, sont des femmes musulmanes, qui sont livrées à tous les Serbes qu'ils désiraient. Le deuxième point, c'est au Rwanda, où il a existé, ça a été très documenté par la Commission internationale, des bataillons de violeurs qui sont choisis parmi des porteurs de VIH et qui sont entraînés à savoir violer, de façon à humilier, et à mais transmettre, à inséminer. Et pour terminer, je voudrais mentionner 2 actions que vous connaissez en partie. L'action extraordinaire de Denis Mukwege, le gynécologue au Congo qui répare les femmes, prix Nobel de la paix, et il s'occupe de cet accompagnement au-delà de la chirurgie, au-delà de la génitalité, cet accompagnement des femmes qui sont brisées par les viols et par la destruction, souvent de la région génitale, et puis d'une juriste française, Céline Bardet, qui est juriste, qui est enquêtrice internationale, pour pourchasser les viols de guerre. Elle a créé une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre. Elle parle des femmes. Non, les femmes, nous ne sommes pas des armes de guerre. Et elle a tout un travail. Elle est actuellement active dans le conflit actuel pour essayer de documenter de façon très claire ces conflits. C'est quand même quelque chose de terrible de penser que la guerre, on avait l'impression qu'elle avait peut-être évolué.
On voit on dit bien qu'elle revient comme au 19e siècle et avec ce qui est terrible. Enfin, d'abord, vous nous avez cassé l'ambiance. Merci Philippe Renaud. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on avait l'impression que la guerre de 40 était la pire, et puis que après, finalement, je suis sûr que beaucoup de Français qui viennent d'entendre ce que vous dites n'imaginaient même pas le quart de ce que vous avez raconté. Et donc, on imaginait depuis 45 finalement qu'il n'y avait pas eu tant de guerres que ça et qu'elles n'étaient pas si terribles que ça. Et que les mentalités avaient pu évoluer. Et que les mentalités. Et là, on se rend compte que c'est finalement plutôt pire. Que le ventre des femmes ne leur appartienne pas, ça, moi, il y a longtemps que je milite là-dessus, et je crois que c'est un vrai combat féministe. Ce serait d'ailleurs le premier combat féministe, mais bref. Mais là, ce que vous racontez, ça donne envie de vomir. Michel Odoul. C'est-à-dire qu'on rencontre en fait une autre des choses que la période actuelle va nous obliger à perdre, c'est-à-dire certaines illusions. La première, c'est que le propre de l'humanité est d'évoluer. On peut vraiment se poser la question, parce qu'on se rend compte que les archaïsmes et les archétypes sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes choses que l'on rencontre. La deuxième des choses, c'est effectivement perdre l'illusion sur ce qu'est la valeur des champs informationnels. Et comme vous le dites, on a cru que c'était la guerre de 45 qui était ce qu'il y avait de pire. Ça a été quelque chose de terrible, mais c'est parce qu'on méconnaît effectivement tout à fait ce qui s'est passé en Chine, notamment avec les Japonais. Et on parle de la Chine et de Nankin, mais on oublie de parler de ce qui s'est passé en Mongolie, qui a été quelque chose de terrible. On oublie tout à fait de parler de ce qui s'est passé dans les goulags. On oublie tout à fait de ce qui s'est passé avec le génocide des Indiens en Amérique du Nord, etc. C'est-à-dire que l'humanité fonctionne comme ça. Mais ce qui est terrible effectivement dans ce que vous venez de dire, c'est la démonstration même, qui est dans le thème de ce dont nous parlons, du lien entre le corps et l'esprit. C'est qu'à travers le viol, vous brisez le corps et vous malmenez le corps, mais vous détruisez l'âme. Vous massacrez la personne. Vous massacrez la personne. C'est-à-dire que là vous avez un combattant qui a été blessé dans le corps. C'est une bombe atomique intérieure. Mais voilà. On peut même s'interroger, peut-être que les conflits antérieurs, même s'il y avait bien sûr les soldats qui se payaient sur la population, mais il y avait peut-être un respect des populations en face, c'est-à-dire on n'allait pas non plus utiliser une arme qu'on connaissait. Là, c'est tout à fait systématique. Mais la différence, elle est simplement que ce ne sont pas les mêmes chefs de guerre. Oui. Dans les époques plus anciennes, les chefs de guerre, c'était des conquérants qui avaient un projet ou une idée ou quelque chose, alors que là, nous sommes en présence de gens qui cherchent à imposer une croyance et une vision du monde. On est dans quelque chose dans lequel, par conséquent, si moi je porte cette croyance-là, et que l'autre ne l'a pas, la seule chose qui me reste à faire, c'est de le détruire. Et la destruction la plus forte, c'est certainement la filiation. Et on touche à... Puis même la contamination, la perversion, le doute. Bien sûr. Et je crois que le mot-clé, c'est celui que vous avez employé un certain nombre de fois, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que l'humiliation, c'est la blessure la plus profonde de l'âme. D'ailleurs, vous parliez des Japonais, c'est ce qui les conduisait au seppuku, à la harakiri, parce que c'était la blessure... C'est ce qui empêche d'être à égalité, ça rend inférieur. Voilà. Ce qui montre bien toute la symbolique de la sexualité et à quel point il faut continuer à avancer sur ce sujet. Et c'est pour ça que ça fait partie des chroniques que je veux faire ici. Bien sûr, la suivante sera beaucoup plus... Non, mais je plaisantais parce que vous savez bien que c'est toujours ma manière de remettre un peu de légèreté, c'est d'un peu d'humour, parce que s'il faut. Mais c'est terrible, bien sûr. Mais sinon c'est difficile de continuer. Merci en tout cas Philippe Renaud d'être là tous les vendredis et de nous éclairer et de nous faire réagir peut-être au moins avec notre âme. Merci à vous Philippe Renaud. Bientôt. On fait une petite